C'est peu avant 7h du matin que les sirènes se font entendre dans la capitale ukrainienne. Kharkiv, Odessa, Kiev, Mariupol, de puissantes explosions ont également retenti dans de très nombreuses localités du pays. Au petit matin, la déclaration glaçante de Vladimir Poutine fait l'effet d'une bombe dans le monde entier. J'ai pris la décision d'une opération militaire. Bienvenue dans Découvre mon histoire, le podcast du Centre régional pour l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère de Liège, le CRIPEL. À travers l'histoire de Jires, réfugié ukrainien, nous discuterons des différences de traitement entre les réfugiés d'Ukraine et d'ailleurs. Je suis Jires, né le 1er septembre 1986 au Cameroun, dans la ville de Douala, la capitale économique du Cameroun, au sein d'une famille modeste composée de mes 2 sœurs et de mon frère. J'ai poursuivi mes études secondaires dans une école privée où j'ai obtenu mon bac en 2008. Par la suite, j'ai entrepris des études universitaires pendant 3 ans pour obtenir un BTS en comptabilité et gestion des entreprises. Une fois diplômé, j'ai commencé à travailler en tant que comptable dans une petite entreprise. Un de mes cousins qui avait déménagé en Ukraine est revenu passer des vacances au Cameroun et m'a convaincu de partir avec lui en Ukraine. Il me disait que les opportunités d'emploi pour les comptables étaient plus importantes et mieux rémunérées. Dans les jours qui ont suivi, j'ai donc introduit une demande de visa étudiant auprès de l'ambassadeur d'Ukraine au Sénégal. J'ai également effectué tous les vaccins nécessaires avant mon départ. Et finalement, j'ai rempli un formulaire d'inscription pour une université en Ukraine. 1 mois plus tard, je suis arrivé à Kharkiv. C'est une ville estudiantine qui compte une dizaine d'universités et on peut y rencontrer de nombreuses nationalités. Beaucoup de bâtiments historiques mettent en avant le charme touristique de la ville. Il y a également beaucoup d'animations grâce aux discothèques très variées. J'ai logé dans un foyer pour étudiants mis à disposition par l'université avec d'autres étrangers. Ma vie en Ukraine s'est avérée très différente de ce que j'imaginais. Je pensais apprendre la langue russe pendant 1 an, puis trouver un emploi. Mais cela s'est avéré plus compliqué. Pour rester sur le territoire, je devais reprendre des études. J'ai donc appris le russe pendant 1 an, puis j'ai suivi un cursus en logistique internationale pendant 3 ans. La langue a été un véritable obstacle pour m'intégrer. Et les Ukrainiens sont assez distants avec les étrangers, en particulier avec les Africains. C'est mon oncle qui devait financer mes études. Mais après 1 an, son entreprise a fait faillite et n'étant plus en mesure de m'aider, j'ai alors eu comme choix de rentrer au Cameroun ou de trouver un travail pour payer mes frais de scolarité. J'ai donc trouvé un emploi dans le revêtement des routes où je coulais de l'asphalte. Je travaillais le jour et j'allais en cours le soir. Durant ma dernière année d'études, un ami m'a convaincu d'assister avec lui et d'autres amis à un match de volley. J'étais loin d'imaginer que ce match de volley allait être un tournant décisif dans ma vie, car j'ai rencontré ma future femme, une Ukrainienne. Quelques années plus tard, nous nous sommes mariés et depuis, nous vivons ensemble à Kharkiv avec nos 2 filles, âgées de 4 mois et de 3 ans. Je me suis marié en 2018, mais en 5 ans, je n'ai malheureusement jamais pu obtenir mes documents. Après mon mariage, la police est venue vérifier si je vivais bien avec ma femme car ils pensaient que c'était un mariage blanc. Lorsque j'ai voulu retirer mes documents, ils m'ont demandé de payer $800. Comme je n'avais pas cette somme sur moi, j'y suis retourné 2 jours plus tard avec la somme. Mais ils m'ont dit que le montant avait augmenté à 1500. Évidemment, je n'avais pas cette somme sur moi. J'y suis retourné 1 mois plus tard et le montant avait augmenté de $1000. J'ai donc abandonné. Mais par curiosité, j'y suis retourné 1 an plus tard avec la somme de $2500. Mon objectif était clair, obtenir la résidence permanente. Cette fois-là, la somme demandée était de $3500. J'ai donc définitivement laissé tomber car même les avocats que j'avais contactés n'étaient pas très optimistes. En Ukraine, la corruption est très courante et à la vue de tous. C'est dommage car c'est un pays vraiment magnifique mais gangréné par la corruption et l'insécurité, surtout pour les personnes étrangères. Je me lève généralement à 6h du matin. Je me prépare et mon épouse s'occupe de notre fille de 3 ans. Nous déjeunons ensemble, puis je quitte la maison à pied avec ma fille pour la déposer au jardin d'enfants. Je prends ensuite le bus pour me rendre au travail, environ 1 heure de temps. Je travaille de 8h30 à 18h et je rentre ensuite chez moi, accueilli par ma fille et ma femme déjà rentrée de son travail en tant que vendeuse. Et ensemble, nous partageons un bon repas. Nous n'imaginions pas un seul instant qu'une guerre pouvait éclater. Bien que des rumeurs circulaient, le président prenait toujours la parole pour nous rassurer et les autorités nous demandaient de ne pas paniquer.
Un jour, je me suis rendu à l'administration afin de remplir des documents administratifs. Je devais les récupérer le soir même. Mais j'étais trop fatigué et j'ai donc décidé de remettre ça au lendemain. Nous étions la veille du 24 février. Cette nuit-là, mon beau-frère m'a appelé à 4h du matin pour me prévenir que l'Ukraine était attaquée. Nous nous sommes réveillés, mais ce n'est qu'à 7h du matin, lorsque nous avons vu les gens courir et crier dans les rues, que nous avons compris la gravité de la situation. Les sirènes se sont mises en route. J'ai couru jusqu'à l'administration pour tenter de récupérer mon passeport, mais j'ai découvert que celle-ci était fermée. Quelques minutes plus tard, mon beau-frère m'a rappelé et m'a proposé de les retrouver, lui et sa femme, dans leur immeuble à quelque part de chez moi. Ma femme et mes 2 filles, ma belle-mère et ma belle-sœur nous ont rejoints dans le sous-sol de l'immeuble. Nous étions une 50aine de personnes cachées au sous-sol. Les femmes, les enfants et les personnes âgées ont pu se coucher à même le sol, mais les autres devaient rester debout faute de place. Nous avions quelques draps et des cartons pour nous débrouiller. Nous n'y sommes restés qu'une seule nuit, car le lendemain, des amis nous apprenaient que des trains évacuaient les habitants vers les zones moins risquées de manière gratuite. Nous avons essayé d'appeler un taxi, mais plus aucun ne voulait circuler. Nous avons finalement pu partir avec un riverain qui partait également. Près de la gare, nous avons ressenti quelques secousses dues au bombardement. Le train qui était sur le point de s'arrêter a alors continué sa route. Nous avons alors passé la nuit cachés dans le sous-sol du métro cette fois-ci. Le lendemain, nous sommes remontés sur le quai pour tenter de prendre un train. À 11h, un train est finalement entré à la gare, mais resta porte close. Ce n'est qu'à 15h qu'il ouvrit ses portes, mais uniquement pour laisser monter à bord les femmes ukrainiennes et les enfants. Par la suite, les femmes étrangères ont pu embarquer, suivies des hommes ukrainiens en incapacité de prendre les armes. C'est seulement à 17h que les hommes étrangers ont eu la possibilité d'entrer dans le train. Au départ, mon épouse ne voulait pas monter sans moi, mais je l'ai convaincue d'y aller avec nos enfants pour leur sécurité, même si cela signifiait qu'elle parte sans moi. Finalement, on a tous été à bord ensemble. Le train est parti en direction de Lviv où nous avions été soumis à un contrôle de sécurité. Le policier a laissé passer ma femme et mes filles, puis en voyant que j'avais vécu en Ukraine pendant 10 ans, il s'est adressé à moi en me faisant comprendre que j'avais profité de leur pays, de leurs femmes, et qu'au moment où il fallait défendre le pays, je fuyais. Durant 3 heures, il a refusé que je passe le contrôle. Mais l'une de ses collègues policiers l'a persuadé de me laisser passer avec notre enfant de 4 mois. Mon épouse n'aurait jamais voulu partir sans moi si je n'avais été forcé de rester. Nous avons finalement pu traverser la frontière pour nous rendre en Hongrie. L'accueil était vraiment très bien organisé et la population a été très généreuse. Nous avons reçu tous les produits de première nécessité. Le lendemain, nous avons appris que nous pouvions partir à Budapest, où nous avons pu avoir un hébergement de 3 chambres. Nous comptions quitter le lendemain pour poursuivre notre route, mais malheureusement, notre fille de 4 mois est tombée malade. Elle a été hospitalisée 3 jours pour une angine. L'hôpital voulait la garder encore en observation, mais nous avons craint qu'au fil des jours, les frontières se ferment pour les réfugiés ukrainiens et que nous soyons obligés de rester en Hongrie. Dès notre départ, la Belgique était mon premier choix parmi les destinations francophones telles que la France ou la Suisse. Nous avons donc pris un train à Budapest pour la Belgique. À la gare, ma femme et mes filles ont pu bénéficier d'un billet de train gratuit, contrairement à moi qui a dû payer 42 € car je n'étais pas ukrainien. Sur le moment, cela m'a vraiment mis en colère, d'autant plus que, comme les Ukrainiens, nous sommes partis avec l'argent liquide que nous avions en poche. Les comptes bancaires étant bloqués, ce qui nous empêchait de retirer l'argent. Même actuellement, je n'ai pas pu récupérer l'argent que j'ai sur mon compte bancaire, car pour cela, il me faudrait me rendre sur place, ce qui n'est pas envisageable pour le moment. Quoi qu'il en soit, l'importance à ce moment-là était de partir. Dans le train, je dois avouer que j'ai été particulièrement frappé par la solidarité présente, car ma fille de 4 mois était chouchoutée par tous les autres passagers. Le trajet ne m'a donc pas semblé trop long. Lorsque nous sommes arrivés en Allemagne, des policiers ont demandé à tous ceux qui venaient de l'Ukraine de descendre. Ils nous ont amenés dans un centre pour élever nos empreintes et nous prendre en photo. Un travailleur social nous a posé des questions, notamment « Pourquoi avez-vous choisi de venir en Allemagne ?» J'ai alors répondu que notre souhait était d'aller en Belgique. Il nous a dit à 23h que nous devions partir directement pour la Belgique.
Nous avons alors pris un bus jusqu'à la gare de Munich, mais vu l'heure tardive, plus aucun train ne circulait et nous étions contraints de dormir en Allemagne. Le lendemain, à ma grande surprise, en prenant nos billets de train pour Bruxelles, on m'a fait comprendre au guichet que ma femme et mes filles pouvaient voyager gratuitement, mais pas moi. Après une petite discussion, la personne au guichet m'a finalement laissé monter gratuitement dans le train. À notre arrivée à la gare de Bruxelles, je ne comprenais pas comment prendre le métro. Heureusement, une jeune femme dans la rue a compris que nous venions d'Ukraine et nous a indiqué où se trouvait fait d'asile et en nous payant le métro. Nous ignorons même qu'il fallait nous enregistrer. Nous nous sommes donc rendus là-bas et ce fut un choc de voir à quel point il y avait du monde. Comme nous avions des enfants, nous étions prioritaires sur d'autres personnes. Nous avons patienté dans la salle d'attente en grignotant ce qu'on nous avait donné. On nous a demandé si nous avions un logement en Belgique, si nous connaissions des personnes pour nous accueillir, mais ce n'était pas le cas. Nous avons alors été transférés le 7 mars dans une famille d'accueil du côté de Ferrières, où nous sommes restés jusqu'à juin. J'ai été vraiment surpris du très bon accueil que nous avons reçu de ce couple de personnes, tous les deux d'une 50aine d'années. Je craignais que le fait d'être Camerounais d'origine poserait problème, mais ce n'a pas été le cas. L'homme qui est professeur avait travaillé à une époque en Russie. Lorsqu'ils ont vu la situation en Ukraine, ils se sont portés volontaires pour accueillir des personnes dans le besoin. Ils nous ont aidés dans les démarches administratives et dans la recherche d'un logement. En juin, nous sommes partis dans un autre hébergement de la commune, un chalet dans un centre touristique. Nous y sommes restés 3 mois. L'endroit était très agréable. Cet hébergement a été une vraie bouffée d'air et nous nous sentions presque en vacances. Puis, en septembre, des amis nous ont trouvé un logement plus durable. Aujourd'hui, nous vivons à Coblin-au-Pont. Quelques jours après notre installation à Ferrières, je suis retourné à Fait d'Asile en tant que traducteur. À ce moment-là, ils avaient l'air beaucoup plus organisés qu'à mon arrivée en Belgique. J'ai également aidé ma commune à accueillir les arrivants. Par exemple, en accompagnant certains à l'hôpital. Je me suis revu lors de mon arrivée en Ukraine quelques années auparavant. J'étais perdu, j'ai donc pu me mettre à leur place. Cela m'a fait énormément de bien de pouvoir me rendre utile. Par contre, j'avais beaucoup de craintes quant à mon avenir professionnel. Ce n'est que tardivement que j'ai eu connaissance des possibilités de formation de mise à l'emploi. Je viens de terminer la formation mise en place par le CRIPEL et j'ai appris et compris que la Belgique offrait beaucoup d'opportunités auxquelles je n'avais pas accès en Ukraine. Aujourd'hui, ma femme se débrouille bien en français et nos petites princesses ont l'air d'aller bien. Ma fille aînée est scolarisée dans une école du village et cela semble bien se passer. J'ignore encore dans quelle mesure tous ces événements ont eu un impact sur elle. Avant la guerre, mon aînée était très réservée et ne communiquait pas beaucoup. Aujourd'hui, je la sens plus agitée, elle s'exprime plus et est globalement plus éveillée. Je ne saurais dire si c'est quelque chose de positif ou négatif. Il faudrait peut-être poser la question à un psychologue. L'école de ma fille organise pas mal d'activités. Il y a également un marché dans le village. Ce genre de choses permet de créer des liens sociaux. Ma femme me surprend en s'adaptant aussi bien malgré la langue. Elle va facilement vers les autres et se promène souvent avec les enfants. Nous avons réussi à créer une vie sociale. Je suis conscient de la chance que nous avons, car certains de mes amis africains qui ont fui la guerre en Ukraine n'ont pas pu passer la frontière ou alors de manière très brutale. Une fois arrivés en Belgique, certains d'entre eux n'ont pas pu recevoir la protection temporaire et ont dû faire une demande d'asile classique. Ma situation aurait pu être complètement différente si je n'avais pas été avec mon épouse. Je suis également content d'avoir été transféré du côté francophone de la Belgique, car cela aurait rendu les choses plus compliquées si j'avais été du côté néerlandophone. Mon projet est de suivre une formation en développement web et de trouver un emploi en parallèle. Ma fille cadette a maintenant 1 an et demi, bientôt ira à l'école et ma femme pourra également trouver un emploi. Honnêtement, même s'il n'y avait pas eu la guerre en Ukraine, j'aurais quand même quitté le pays. Ce n'est pas évident pour des personnes d'origine étrangère, plus particulièrement africaines, d'y vivre. Nous avons très peur, mon épouse et moi, qu'à la fin de la guerre, la Belgique nous oblige à rentrer. Je me sens bien ici, je ressens moins de racisme et je ne pense pas vouloir partir ailleurs. Bonjour Charlotte Poisson, merci d'avoir accepté cette invitation. Alors vous êtes chercheuse pour l'IRFAM, l'Institut de recherche, de formation et d'action sur les migrations. Vous avez publié avec Cilia Dospra en février 2023 une recherche intitulée « Le poids des mesures, accueillir les réfugiés d'Ukraine et d'ailleurs ». Alors, nous venons d'entendre le témoignage de Jires.
Quelles sont vos premières réactions par rapport à ce récit ? Bonjour, merci de cette invitation. Le témoignage de Giresse est très intéressant parce que ce sont les personnes en provenance d'Ukraine qui n'avaient pas la nationalité ukrainienne, qui n'étaient pas donc ressortissantes ukrainiennes, ont eu beaucoup de difficultés à quitter le pays. On se souvient au mois de mars 2022 d'une certaine cohue dans les gares aux frontières, notamment de personnes d'origine de l'Afrique subsaharienne. On peut dire même des refoulements dans les gares, etc. Donc une complication faite pour ces personnes-là de quitter le pays. On voit que cette mobilité obligée a été compliquée. Il faut savoir que ces personnes-là n'ont pas pu avoir accès à la protection temporaire qui était donc destinée à toutes les personnes ressortissantes ukrainiennes. C'était des personnes qui avaient un visa étudiant en Ukraine, donc qui étaient là-bas pour des motifs d'études. La logique derrière ça, c'est de dire, eh bien, puisque la personne est arrivée pour des motifs d'études et non pas en demandant la protection internationale, ça veut dire que dans son pays, elle ne court pas de risque et donc elle peut y retourner. Ce serait oublier le projet professionnel, personnel de la personne, le droit à la mobilité de tout un chacun et le choix d'un pays de destination. Le témoignage de Giresse met en lumière toutes les difficultés pour les personnes qui ne sont pas ressortissantes ukrainiennes et qui arrivent cependant en Belgique. Alors Giresse dit qu'il a eu de la chance parce qu'il avait entre autres son épouse qui était ukrainienne. Même s'ils ont été séparés tout au long de ce parcours d'exil, il estime qu'il a eu cette chance d'avoir une épouse ukrainienne et donc ça a pu faciliter aussi les choses à son arrivée en Belgique. Une deuxième chose aussi, ce témoignage met en lumière en fait complètement les politiques de sélection finalement des migrants. On voit que à ce moment-là, eh bien, les masques tombent finalement. Tous les migrants viennent d'une même région menacée par des bombes et on voit qu'il y a une sélection en fonction de certains critères, plutôt de l'ordre de la conformité culturelle. Donc ça met en lumière une politique migratoire européenne toujours plus inégalitaire et restrictive, voire xénophobe, où certains exilés vont être les bienvenus, d'autres ne seront pas les bienvenus. Et celles et ceux qui sont les plus proches du continent européen vont être les bienvenus. Celles et ceux qui viennent de plus loin ne seront pas accueillis. Vous expliquez dans votre recherche qu'en février 2022, plus de 2 millions d'Ukrainiens vont prendre le chemin de l'Europe, ce qui va pousser le Conseil européen à activer pour la toute première fois depuis sa création la directive sur la protection temporaire. Qu'est-ce que cette directive implique concrètement pour les réfugiés ukrainiens ? La directive sur la protection temporaire qui est définie comme une mesure exceptionnelle visant à fournir une protection immédiate et temporaire en cas d'afflux massif ou imminent de personnes déplacées en provenance de pays non membres de l'Union européenne. Cette directive a été adoptée par l'Union européenne dans les années 2000 dans un contexte de conflit armé dans les Balkans, avec l'Union européenne qui imaginait potentiellement un déplacement de grande ampleur et rapide de la population pour fuir ces combats et qui allait demander une protection aux États membres de l'Union européenne. Cependant, cette directive n'avait encore jamais été activée et n'a donc jamais été proposée comme solution face aux différents moments de crise passés, posant le déplacement forcé de populations vers les États de l'Union européenne. On se souvient par exemple en 2015 avec le conflit syrien, où plus de 2 millions de réfugiés syriens avaient demandé l'asile dans les États de l'Union. Et puis plus récemment, en août 2021, avec la prise de Kaboul par les talibans, il y a eu plus de 2 millions d'Afghans qui ont demandé la protection à l'Union européenne, et cela en quelques jours. Et pour autant, cette protection n'a pas été activée. L'Europe essaie également de se justifier là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a une absence de définition commune de ce que signifie un afflux massif de réfugiés. Et ensuite, il y a une croyance que activer cette directive de la protection temporaire va créer une sorte d'appel d'air, une attractivité pour l'Union européenne, avec une arrivée de plus grande ampleur de personnes qui vont demander une protection internationale. Donc en fait, l'activation de cette directive a permis aux États membres de l'Union européenne de mettre en place une série de leviers et de mécanismes pour créer un contexte favorable à l'accueil des Ukrainiens, avec des moyens supplémentaires alloués, avec des décisions prises, des orientations, etc. Donc ça crée un contexte favorable à l'accueil. L'activation de cette directive
pour les personnes exilées ukrainiennes, c'est tout d'abord un accès direct à la protection temporaire. Donc les personnes vont arriver en Belgique, directement orientées au centre du Heysel, où il y avait des agents qui étaient là pour enregistrer leurs demandes et leur donner immédiatement l'accès à la protection temporaire. Cette protection temporaire qui s'est faite sur base de la nationalité et non pas comme pour la protection internationale, sur base d'un examen individuel de la demande. Donc là, on est bien aussi sur la nationalité. Donc depuis quand le droit d'asile a comme critère la nationalité des personnes, plutôt qu'un examen de la situation, d'où proviennent les personnes, un conflit armé, etc. Plein d'autres critères de la Convention de Genève. Donc les réfugiés ukrainiens ont accès à cette protection temporaire qui va leur ouvrir directement les droits aux revenus d'intégration sociale du CPAS, ce qui va les amener directement à un accès au système bancaire, au logement, au marché de l'emploi, aux formations, éducation, santé, etc. On peut donc dire que cette directive est vraiment favorable pour les réfugiés ukrainiens. Oui, tout à fait. C'est vraiment une très bonne directive qu'on pourrait répliquer évidemment pour d'autres catégories de personnes parce que c'est vraiment un accueil direct où les personnes ne doivent pas attendre pour déposer sa demande d'asile. On l'a vu en parallèle à la mobilisation au Heysel qui a eu lieu en février et juin 2022. Toute une série d'agents étaient mobilisés au Heysel et donc n'étaient plus présents au Petit Château, là où c'était l'enregistrement pour les demandes d'asile classiques, je dirais. Et donc, on a vu des files énormes devant le Petit Château. Donc, effectivement, c'est une protection temporaire, une activation qui met en œuvre toute une série de mécanismes qui sont très positifs pour l'intégration des personnes qui demandent l'asile en Belgique. Ouais. Aucun effet défavorable ? Une des conséquences de l'activation de cette directive, ça a été par exemple la levée du parcours d'intégration pour les exilés ukrainiens. Et cette obligation était toujours obligatoire pour les autres personnes primo-arrivantes dans l'obligation du parcours. On voit que c'est un petit peu mitigé, ça a été positif et en même temps négatif, dans le sens où on sait que le secteur de l'intégration est un secteur déjà saturé, dans le sens où il n'y a pas assez de place dans les cours de français langue étrangère, dans les cours de citoyenneté, par exemple, qui font partie des cours obligatoires du parcours d'intégration. Donc on voit que les personnes primo-arrivantes obligées de suivre ce parcours parce qu'elles demandaient la nationalité, pour plein de raisons, sont restées donc prioritaires. Par contre, on voit que certaines personnes ukrainiennes voulaient aussi suivre ce parcours dans le sens à avoir des informations, suivre des cours de français qui étaient reconnus. Et là, elles n'étaient plus prioritaires. Cette protection temporaire a facilité toute une série de démarches qui sont devenues très rapides. Ça a induit une sorte d'injonction à une intégration rapide, sociale et professionnelle, ou d'apprentissage du français, etc. Puisque, effectivement, elles ont en quelque sorte sauté la case accueil pour directement passer à la case intégration. On voit aussi que le fait d'avoir fait reposer l'accueil des Ukrainiens sur l'hébergement citoyen, ça a pu avoir quelques conséquences aussi sur, par exemple, la diffusion d'informations sociales, juridiques, citoyennes pour les personnes ukrainiennes. Et donc, faire reposer cet accueil dans un premier temps, en grande majorité, sur des citoyens et des citoyennes qui ne sont pas des professionnels du secteur de l'accueil, de l'intégration, ça va faire reposer aussi une très grande responsabilité sur les hébergeurs et hébergeuses qui devaient faire les démarches pour trouver des informations sociales, juridiques, trouver des cours de français langue étrangère pour les personnes qu'elles hébergeaient. Et ça crée une sorte de dépendance qui peut être problématique aussi. S'appuyer sur les initiatives citoyennes et les solidarités citoyennes est quand même aussi très positif. C'est quelque chose qui est à saluer, c'est un élan de solidarité qui est à reproduire, dans le sens où on voit aussi que pour une personne migrante d'avoir un contact privilégié et individuel avec une personne locale ou qui a une expérience plus longue de la vie dans le pays d'accueil va être très positif en termes d'insertion sociale, d'insertion professionnelle. La personne va bénéficier du réseau, par exemple, de connaissances de l'hébergeur, va pouvoir lui poser des questions très directes, va avoir en fait un soutien immédiat avec une personne locale. Mais ça ne doit pas dédouaner l'État de toutes ses obligations en matière d'accueil et d'hébergement, et c'est soutenir tous les professionnels de l'accueil, donc que ce soit les juristes, les assistants sociaux qui vont accompagner le parcours du demandeur d'asile ou du réfugié, qui ont connaissance de toutes les informations du secteur en ce qui concerne le droit d'asile, les modifications, etc., l'insertion professionnelle, qui ont accès à toutes ces informations-là. Donc c'est plutôt ça qui est à promouvoir comme modèle.
Alors on l'a vu, la solidarité des citoyens belges a été importante. Énormément de personnes se sont proposées comme hébergeurs, hébergeuses. Mais on l'a vu aussi dans le précédent podcast, et vous le dites dans votre recherche, cette solidarité citoyenne n'a pas toujours été suivie par un soutien étatique, ce qui a pu décourager, voire même dégoûter certaines familles d'accueil. Est-ce qu'on ne court pas le risque que très peu de personnes demain refassent ce geste citoyen? Alors, il faut aussi remettre un peu dans le contexte, c'est-à-dire que c'est pas la première fois que les solidarités citoyennes se mobilisent, et ce, sans attendre l'autorisation ou la demande faite par l'État. Donc, on se souvient aussi en 2015, 2016 et les années suivantes, toutes les mobilisations citoyennes pour héberger des personnes migrantes qui étaient dans le parc Maximilien à Bruxelles, entre autres. Ça, ce sont des mobilisations citoyennes de solidarité, et donc qui sont à encourager. Ici, effectivement, l'accueil des réfugiés ukrainiens a reposé en grande partie et dans un premier temps presque exclusivement sur l'hébergement citoyen. La Belgique s'apprêtait à accueillir plus de 30 000 réfugiés ukrainiens, donc il a fallu trouver très rapidement des solutions d'hébergement. Ça a fait partie d'une stratégie de l'État belge de solliciter les hébergeurs privés pour ouvrir leurs portes et accueillir des réfugiés. Les citoyens ont répondu à l'appel et plus de 80% de l'hébergement proposé aux réfugiés ukrainiens s'est fait dans un premier temps dans des familles d'accueil. Les autorités publiques avaient tout d'abord estimé la durée de cet hébergement à environ 3 mois, donc les hébergeurs se sont engagés pour 3 mois. On sait que dans la plupart des cas, cet hébergement s'est prolongé bien au-delà de ce délai de 3 mois. Les hébergeurs, effectivement, se sont sentis assez seuls et abandonnés dans l'accompagnement des réfugiés ukrainiens qu'ils accueillaient, notamment dans la prise en charge de la recherche d'un autre logement. C'était souvent les hébergeurs et les hébergeuses eux-mêmes qui téléphonaient et cherchaient un logement suivant pour les personnes qu'ils accueillaient, et s'ils ne le faisaient pas, eh bien la personne allait encore être chez elle dans les mois qui allaient suivre. C'est vrai qu'il y a eu aussi quelques mesures prises par les autorités publiques pour accompagner, notamment au niveau psychologique, les hébergeurs et hébergeuses en proposant des tables rondes et des séances de discussion. Mais la plupart des hébergeurs disent que ces mesures ont été relativement tardives et de moindre ampleur. Ça ne s'improvise pas d'accueillir une personne dans son quotidien, qu'elle soit étrangère ou pas d'ailleurs, c'est plus la rencontre de l'autre au quotidien. Cette rencontre a besoin d'être accompagnée, il y a besoin d'une médiation, d'une compréhension des uns des autres. Et donc, pourquoi pas proposer des formations, outiller les hébergeurs, parce que c'est vrai que les autorités publiques n'ont pas respecté leurs engagements de prendre en charge un logement après le délai de 3 mois. Cette confiance envers les autorités publiques est actuellement relativement mise à mal suite à cette expérience. Selon vous, quelles vont être les répercussions futures de cette situation ? De plus en plus, le fait d'avoir le droit de demander l'asile est soumis à des politiques de plus en plus restrictives et inégalitaires de la part des États membres de l'Union européenne. Et donc ici, on voit aussi qu'on installe du coup un contexte de mise en concurrence des personnes migrantes en Belgique, quelles que soient les raisons pour lesquelles elles décident, par choix ou par nécessité, de venir. On est en train de créer ce contexte-là au niveau du logement, de toutes les facilités qu'ont certaines personnes et pas d'autres. Forcément, ça va avoir des conséquences sur les relations entre les personnes exilées, entre les personnes migrantes qui sont ici depuis plus longtemps. Après, pour les personnes ukrainiennes, on voit aussi que cette protection temporaire, donc elle est bien temporaire de 1 an. Alors, on peut la prolonger 1 fois, 2 fois, 3 ans maximum. Mais après, que vont devenir toutes ces personnes si elles souhaitent rester en Belgique, par exemple ? À long terme, ça peut créer aussi des complications pour ces personnes si elles décident de rester. Est-ce qu'elles vont devoir déposer une demande d'asile dans le circuit classique de l'asile et refaire tout ce processus ? Qu'est-ce qui va se passer avec elles ? Est-ce qu'elles vont devenir sans papier ? Est-ce qu'on compte sur le fait qu'elles vont rentrer chez elles, etc. Alors qu'on sait qu'une personne a un projet de vie aussi, avance dans sa vie, fait une formation, trouve un travail, reprend des études, son mari ou son épouse vient la rejoindre dans le pays d'accueil, etc. Giresse en parle d'ailleurs dans son témoignage de cette non-volonté de retourner en Ukraine, quand bien même la situation s'apaiserait. Oui, c'est ça, exactement. Et ça, c'est vraiment prendre en compte le projet personnel de la personne. On l'oublie un peu trop souvent. Une personne exilée, c'est pas uniquement une personne qui entre dans un quota et on va pouvoir la relocaliser dans tel ou tel pays.
Si la personne veut rejoindre sa famille, des connaissances, des amis dans un pays, elle va y aller. On peut construire autant de murs qu'on veut, de frontières, de barrières. Elle va quand même rejoindre ses proches là où elle souhaite aller vivre. Donc c'est, comme disait Giresse, lui, s'il n'a pas envie de retourner en Ukraine, il commence une formation ici, il va trouver un travail, il va rester ici et il en a bien le droit. Comment activer ce droit à la mobilité et au choix de pouvoir s'établir dans la région, le pays de son choix? Dans le cadre de votre recherche, vous êtes allé à la rencontre de réfugiés ukrainiens et d'ailleurs, de citoyens ayant accueilli des réfugiés ukrainiens et également à la rencontre de professionnels du secteur de l'intégration. Quelle a été la réaction de ces derniers face à cette situation exceptionnelle ? Alors, c'est vraiment le lien entre les directives prises au niveau européen qui ont des répercussions sur des mécanismes, des leviers, des obligations pour les États nationaux et ensuite la mise en application de ces directives avec tout ce que cela implique. Et ce sont les professionnels du secteur social, du secteur de l'intégration qui vont être véritablement les chevilles ouvrières de ces décisions, de mettre en place ces décisions politiques. Quelle marge de manœuvre ont alors ces professionnels du secteur de l'intégration ? C'est pas énorme non plus. Donc il y a en même temps ici, dans ce contexte-là, il y a eu une exigence d'une réactivité immédiate de la part des travailleurs et travailleurs sociaux. Donc on a vu le nombre de dossiers doubler en quelques mois, etc. Donc effectivement, une charge de travail qui augmente de manière très rapide. Et puis une exigence du politique de donner la priorité à certaines catégories de personnes plutôt qu'à d'autres. Alors que bien souvent, dans les témoignages récoltés, on entend que les professionnels du secteur social de l'intégration vont souhaiter faire un travail équitable et égal pour toutes et tous. Donc en fait, ils sont pris dans une dissonance cognitive entre mes valeurs à moi de faire un travail éthique, équitable pour toutes et tous, et l'injonction du politique qui dit « vous donnez la priorité à telle personne plutôt qu'à une autre ». Donc les travailleurs sociaux vont rechercher en fait de la logique là-dedans, de remettre du sens, parce que sinon il y en a beaucoup qui témoignent d'un certain découragement, d'une démotivation qu'on peut bien comprendre. Et en parallèle, on voit que les professionnels du secteur social qui vont pouvoir rebondir sont celles et ceux qui vont mettre en place certaines petites stratégies d'adaptation, de voir à leur échelle comment est-ce qu'ils et elles peuvent s'ajuster ou bien ajuster leurs pratiques à ces injonctions pour retrouver aussi de l'égalité. Donc, et on voit que les travailleurs vont gagner aussi à adapter, à ajuster, à être un petit peu plus flexibles dans la manière d'envisager leurs pratiques et vont gagner en satisfaction aussi, vont voir que ça a des retombées, etc. Mais évidemment, c'est vrai que quand il y a une crise ici de l'accueil, mais c'est valable pour toute autre crise du Covid, pour les professionnels des soins de santé, etc. Ça va demander une charge de travail en plus et donc un réajustement en plus. Et il faut évidemment que ce réajustement soit reconnu tout simplement pour permettre à ces travailleurs de continuer leur travail. Par exemple, une professionnelle qui nous disait « On a voulu, au début de l'accueil des réfugiés ukrainiens, traduire certaines brochures en ukrainien, mais on l'a pas fait parce qu'on s'est dit « Pourquoi pour eux et pas pour les autres ?» Il y a eu ce genre de réaction qui s'est reproduite dans d'autres circonstances. « Pourquoi pour eux et pas pour les autres ?» Et en fait, on pourrait inverser cette logique en disant « Pourquoi ne le faisons-nous pas alors pour tout le monde finalement ?» En fait, le fait de proposer des actions pour un public en particulier ne renforce pas l'inéquité d'une situation, mais c'est plutôt l'absence d'action répondant à des spécificités qui va y contribuer. Donc ça veut dire que toutes les bonnes pratiques qui ont été mises en œuvre pour les personnes ukrainiennes, donc que ce soit les centres régionaux qui font des séances d'information sur l'entrepreneuriat pour les Ukrainiens, c'est tout à fait positif, ça remporte un vrai succès, eh bien on peut le faire pour d'autres personnes, d'autres réfugiés qui seraient intéressés par cette thématique. Donc on peut vraiment capitaliser sur l'expérience, les initiatives des professionnels pour étendre toutes ces initiatives au public migrant en général. Croyez-vous que cette directive pourrait être à nouveau activée dans le cas d'une guerre future entre deux nations ? Ça peut se réactiver, mais ça va dépendre de qui en fait la demande. Donc si ce sont des personnes qui vont être proches géographiquement et culturellement des États membres de l'Union européenne, pourquoi pas ? Mais par contre, quand on regarde les politiques européennes en matière d'asile et de migration, on ne va pas du tout dans ce sens-là. C'est des politiques de plus en plus restrictives, d'externalisation des frontières. On va tout faire pour que les personnes migrantes ne déposent même pas une demande d'asile auprès d'un État membre de l'Union européenne.
citoyenne. Toutes les personnes ne sont pas les bienvenues en Europe et c'est de plus en plus ce qui se passe au niveau européen. Donc voilà, la protection temporaire, oui, elle pourra peut-être être réactivée, mais ça dépend avec qui. Et je ne pense pas s'il y a une arrivée rapide et sur le court terme des réfugiés d'Afghanistan. Alors qu'on voit que quand les États européens ont la volonté d'accueillir, elles peuvent mettre en place toute une série de mécanismes, de moyens qui vont être favorables à un accueil digne, à un accueil rapide, etc. Mais s'il n'y a pas cette volonté-là, il n'y aura pas d'accueil, il n'y aura pas d'activation de protection temporaire, ça c'est sûr. Pour conclure cette discussion, Charlotte Poisson, quels sont les constats que l'on peut retenir de cette gestion de crise ? Alors, ce qu'on peut retenir en premier lieu, c'est tout d'abord que lorsqu'il y a la volonté politique, qu'il s'agit de développer des moyens humains, financiers, l'Europe est tout à fait en mesure d'accueillir dignement des personnes exilées. Ensuite, plus localement, pour la Belgique et la Wallonie, ce serait vraiment intéressant de valoriser toutes les solidarités citoyennes, car elles facilitent l'insertion des migrants. C'est un modèle qu'on peut reproduire, et ce pour tous les migrants. Alors, comme on l'a dit aussi, en accompagnant ces solidarités citoyennes, en ne laissant pas les hébergeurs et hébergeuses seuls dans l'accueil des personnes migrantes, en proposant pourquoi pas des formations, des outils, des tables rondes de discussion, etc. Et sans que cela, évidemment, ne dédouane l'État de ses obligations en matière d'accueil et d'hébergement. Un autre constat, c'est que finalement les professionnels du secteur de l'intégration ont des expériences et on pourrait beaucoup plus aller les consulter pour savoir quelles seraient leurs solutions à eux, comment est-ce qu'on peut capitaliser sur les expériences passées qu'ils et elles ont vécues. On pourrait beaucoup plus les consulter dans la mise en œuvre de décisions, de mesures à prendre, etc. Et puis, évidemment, un des constats à retenir de cette crise, ce serait de garder cet accueil des Ukrainiens comme étalon de mesures positives pour l'accueil de l'ensemble des migrants, parce qu'on voit que autant l'élan de solidarité que les mesures juridiques prises, que les moyens mis en œuvre, tout ça est à saluer et est remarquable. On l'a vu avec quelques points d'amélioration des recommandations, mais on voit que ce sont des mesures qui pourraient être appliquées à l'ensemble des migrants et qui gagneraient même à être appliquées pour l'ensemble de l'accueil des autres migrants. Merci Charlotte Poisson d'avoir accepté de venir nous parler de votre recherche dans cet épisode du podcast Découvre mon histoire réalisé par le CRIPEL. Une recherche qui est d'ailleurs disponible en ligne gratuitement sur le site de l'IRFAM, www.irfam.be. Nous accueillerons dans le prochain épisode Shirin Agelmin, psychologue pour la SBL Taban, pour discuter des traumatismes liés à l'exil et des pistes d'action pour accompagner les personnes réfugiées dans leur parcours migratoire. Nous vous invitons à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce podcast et à suivre notre actualité via notre page Facebook Cripel SBL, notre site internet www.cripel.be ou encore sur notre compte Instagram. Merci pour votre écoute